Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à notre Histoire en tête, l'émission de la Société historique de Montréal. Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Ici Robert Comeau, de retour à Notre Histoire en tête, émission produite par la Société historique de Montréal. Alors, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir l'historien Yvan Lamonde, spécialiste en histoire culturelle et surtout en histoire intellectuelle du Québec, qui vient de publier récemment un livre assez particulier qui s'appelle « Retourner les pierres » aux presses de l'Université Laval. Vous connaissez sans doute Yvan Lamonde, qui a une longue carrière de plus de 50 ans et qui a publié, on me dit que c'est le 90e ouvrage depuis le temps. Alors, il a publié tant en histoire du livre, en histoire des librairies, en histoire des intellectuels. Il a même publié une vaste synthèse à partir de l'année 2000, une synthèse sur l'histoire intellectuelle du Québec depuis le 18e siècle en 4 volumes même. Et évidemment, il a publié beaucoup sur l'histoire de notre modernité, la lutte contre le clérico-nationalisme ou le cléricalisme et la longue marche vers la laïcité. Or, dans son nouvel ouvrage, on va retrouver des textes, 6 inédits, sur à peu près 20 textes, et qui reprend essentiellement 3 grands domaines de sa recherche. Alors, on va donc aborder sa plus récente publication qui a pour titre « Retourner les pierres » aux presses de l'Université Laval. Alors, bonjour Yvan. Bonjour Robert Comeau. Et merci d'être venu encore à notre studio pour parler de cet ouvrage. Alors, pouvez-vous nous expliquer d'abord le titre « Retourner les pierres » ? En fait, c'est que j'avais des textes inédits et des textes publiés dans des revues. Et j'estimais que ça pourrait être intéressant de leur donner un accès plus grand dans un livre. Et c'est donc véritablement l'idée du recueil de textes publiés dans des revues et de textes inédits sous 2 couverts. Et là, les gens ont accès à des textes que je juge intéressants parce que il y a une dimension critique dans quasi chacun de ces textes. Il y a un regard nouveau, il y a une certaine audace aussi. Le texte, par exemple, sur les raisons de l'inachèvement de l'émancipation nationale en 37-38, ça, je considère ça comme étant un texte audacieux. Et il me semblait, qu'on y a accès facilement, tout comme le texte sur la déclaration d'indépendance, où là, il y a un certain nombre de détails intéressants qui sont méconnus. Bon, le fait que ce soit Nelson qui les a proclamés, c'est une proclamation en fait. Il y a les deux, c'est ça qui est nouveau. C'est qu'on parle toujours de la déclaration d'indépendance, mais il y avait aussi une proclamation dont on parle très peu. Alors bref, du matériel nouveau qui éclaire des aspects que le lectorat québécois juge habituellement importants. Moi, je trouvais que vous aviez regroupé ça dans 3 secteurs ou 3 domaines où vous avez déjà fait beaucoup de recherches. Et en ce sens-là, cet ouvrage-là vient compléter ces 3 domaines qui ont déjà été travaillés. Moi, je voyais rapidement, vous pourrez me dire si c'est exact, la question de l'émancipation, Papineau, 1837, il y a plusieurs articles là-dessus. Un deuxième thème, c'est le rôle des intellectuels critiques, surtout les catholiques avant la Révolution tranquille, qui ont eu un impact dans notre milieu, et évidemment, d'autres genres d'intellectuels à partir de partis pris, les cyniques et tout ça. Ça, c'est les intellectuels. Ça a toujours été un filon que vous avez développé, les intellectuels critiques. Et la troisième partie, c'est les textes qui portent sur la longue marche vers la laïcité. Alors, peut-être qu'on pourrait commencer avec le premier thème, donc, qui porte sur l'émancipation. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire autant sur Papineau et 1837? Comment ça a commencé? Est-ce que c'est la connaissance de ces archives
qui vous a amené à écrire sur Papineau parce que vous avez travaillé beaucoup sur la correspondance. Est-ce que ça a commencé avec ça ou déjà c'était un thème qui vous intéressait? J'avais commencé à m'intéresser à Papineau en publiant un recueil de ses interventions électorales et parlementaires. Ça s'intitulait, Papineau, combat public. Bon. Et puis, un jour, Georges Aubin et René Blanchet se sont mis à vouloir publier la correspondance de Papineau. Et Georges Aubin, que j'avais connu au collège, m'a demandé d'écrire les introductions. Et c'est là que je ne pouvais pas refuser parce que avoir accès à toute cette correspondance assez éparpillée dans un certain nombre de dépôts d'archives, là, il est évident que, si je peux dire, je gagnais une longueur d'avance sur la connaissance de Papineau. Et c'est là où, par exemple, j'ai découvert qu'à partir de 1854, dans une correspondance avec son fils aîné, Amédée, que Papineau précisait quelle était dorénavant sa conception de la nationalité et où il donnait une importance aussi grande à la forme républicaine qu'à la forme nationale. Si je vous arrête parce qu'il y a une citation qui dit exactement ça. Vous dites « J'ai renouvelé en profondeur la connaissance de la pensée de Papineau, la faisant passer d'un nationaliste de différents types à un républicain démocrate, anticolonialiste, favorable à l'émancipation coloniale. » Qu'est-ce que vous entendez par républicain? Ou en quoi Papineau est-il républicain? Et en quoi ce caractère républicain est-il différent chez les exilés patriotes aux États-Unis en 1938? Parce que eux, c'est clair qu'ils sont républicains, à l'exemple des Américains. Mais Papineau, en quoi Papineau est-il un républicain? C'est certainement une chose à expliquer, d'où le texte dans l'ouvrage sur le républicanisme de Papineau. Parce qu'on est tous à répéter la chose. Hein? Et là, j'ai voulu voir comment Papineau était devenu républicain, je dirais, après 1828, et donc 27, et j'ai donc étudié cette période de 27 à 37, où là, Papineau, après un voyage à Londres, a vu clairement que ce n'était pas le type de société monarchique et inégalitaire qu'il voulait. Et c'est à partir de là qu'il se tourne vers l'expérience américaine et surtout vers le principe d'imputabilité, le principe d'électivité. Au Conseil, que le Conseil soit formé de gens élus et non pas de gens nommés par le gouverneur. Oui, ça serait par cette demande-là des 92 résolutions, cette demande-là qui est centrale, c'est par ça qu'on dit qu'il est républicain. Oui, parce que il veut que cesse ce blocage des institutions du Bas-Canada et la seule façon de débloquer cela, c'est de faire en sorte de demander que les conseillers législatifs qui bloquent les initiatives de la Chambre d'Assemblée, que ces conseillers ne soient plus nommés par Londres, mais qu'ils soient élus. Alors, c'est l'idée du principe d'éligibilité et que lui va vouloir appliquer à un bon nombre de domaines de la vie publique, les marguilliers élus, les commissaires d'école élus,
Et c'est comme ça qu'on La voit. participation populaire, au fond, Oui, bien plutôt sûr. que des monarchistes. Oui. Il y a un autre, je vous pousse tout de suite à un autre ouvrage important que vous avez publié au début de votre carrière, c'est la biographie de Louis-Antoine Dessaulles, le petit-fils de Louis-Joseph Papineau, qui était, je pense, qui a dû vous inspirer beaucoup comme modèle critique face au cléricalisme. Donc, peut-être que c'est à partir de cet ouvrage-là que vous êtes tant intéressé à la laïcité. Quelle est la place de cette biographie-là dans votre parcours? Vous avez raison de mettre le doigt là-dessus parce que pour moi, d'ailleurs, je vous dirai que je suis en train d'écrire un livre sur un avocat que je considère être le Louis-Antoine Dessaulles du 21e siècle, que je ne nommerai pas, malheureusement. Et donc, pour vous dire combien, en trouvant un nouveau Dessaulles dans un avocat qui, depuis les années 70, plaide en faveur de la laïcité et qui a été un des fondateurs, cofondateurs du mouvement laïque québécois, c'est vous dire combien Dessaulles m'a inspiré. Il m'a inspiré très concrètement, c'est-à-dire que les arguments que Dessaulles a invoqués à l'époque sont des arguments qui valent toujours. Cette idée très simple de la primauté du civil sur le religieux dans une société donnée, c'est une idée républicaine, évidemment, mais cette idée-là, je m'en suis servi à nouveau lorsque j'ai été expert devant la Cour, lorsque la loi 21 a été contestée. Alors, c'est vous dire combien Dessaulles m'a... C'est un modèle, en fait, important. Tout à fait, qui est au cœur de votre recherche, parce que c'est peut-être le modèle qui vous a le plus inspiré dans vos travaux sur l'histoire de la laïcité, parce qu'on va y revenir tantôt. Mais si on revient à Papineau, vous avez écrit à un moment donné dans ce livre-là qui est d'une grande richesse. Moi, j'avoue que j'ai lu pas mal de tous vos écrits. C'est celui qui m'a le plus fasciné parce que c'est des études qui viennent compléter, qui ajoutent à ce qu'on connaissait déjà. Et j'ai aimé l'explication quand vous dites que Papineau et Étienne Parent forment deux aspects de notre rapport ambivalent à la politique. Vous parlez de deux morceaux du cerveau, les deux côtés du cerveau. Un pour l'émancipation, puis d'autre part la conservation chez Parent. Alors, cette ambivalence-là, vous avez trouvé qu'elle était structurelle. Pouvez-vous expliquer? Vous en parlez aussi dans un de vos ouvrages là, sur est-ce que c'est le point... Vous revenez sur cette idée-là de l'ambivalence. Un coin dans la mémoire. Un coin dans la mémoire. C'est sûr qu'on a besoin d'une bonne biographie d'Étienne Parent. Parce qu'il est certainement négligé. On s'est contenté de s'intéresser d'abord à ses disciples, Cartier ou La Fontaine. Hein? Mais Parent représente la moitié du cerveau politique québécois et donc représente tout ce qui est le filon du nationalisme dit de conservation, alors que Papineau représente le nationalisme d'émancipation. Papineau, c'est l'audace, alors qu'Étienne Parent, on ne l'a pas trop étudié au moment de la Révolution tranquille parce qu'il représentait le point de vue modéré. La division au moment de 1937, c'est en se séparant de Papineau pour adopter une voie plus modérée. Et ça a toujours été un peu ça. Il y a toujours eu un nationalisme de revendication politique, puis un nationalisme de conservation. Et en ce sens-là, il est du côté de ceux qui ont abandonné le séparatisme ou l'indépendance pour l'autonomie. Oui. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on a moins travaillé sur Étienne Parent, non? Mais c'est parce que vous et moi, on appartient à une génération, celle des baby boomers, qui a repris Papineau.
Mais vous voyez très bien qu'il y a une nouvelle génération qui reprend Parent. Hein? Le conservatisme politique actuel du Québec trouve son origine première dans... Parent Lafontaine. Chez Parent Lafontaine. Et tellement que j'ai écrit un article que j'ai reproduit dans un autre livre où j'explique que depuis les années 1840, on a choisi le nationalisme conservateur, sauf, faute de pouvoir continuer le nationalisme d'émancipation. Mais il ne faut pas aller trop vite dans la qualification de Parent. Parent n'était pas un deux de pique, comme on dit. Parent était un réaliste à sa façon, qui a rencontré le même mur que Papineau, et face à ce mur, qui a cherché d'autres façons de le franchir. Alors, Parent demande à être lu attentivement pour comprendre pourquoi les Québécois ont majoritairement choisi le nationalisme culturel jusqu'à ce que les baby boomers reprennent Papineau, mais ça a été pour un laps de temps limité. Est-ce que ça ne rejoint pas une idée de Maurice Séguin, qui, dès 1968, dans une conférence à Radio-Canada, commençait son ouvrage, L'idée d'indépendance, en disant il y a deux formes, deux façons de voir l'histoire du Canada. Le nationalisme fédéraliste, ça a l'air drôle, nationalisme et fédéralisme comme Groulx, et de l'autre côté, un nationalisme indépendantiste, qui est revendicateur. Et il montrait déjà en 68 que ces deux approches-là ont été toujours au cœur de l'interprétation de l'histoire du Québec. Et moi, je poursuis en disant, je suis toujours surpris que vous n'ayez jamais parlé explicitement, en particulier dans ce livre-là, de la place de Maurice Séguin, qui est pour moi centrale dans les années d'après-guerre, 48, en même temps que le refus global, il y a Maurice Séguin, et il y a un silence que je ne comprends pas. Peut-être vous pourriez m'en dire un mot. Très volontiers, pour la simple et bonne raison que je n'ai jamais eu Maurice Séguin comme professeur. Je n'ai jamais lu les normes. J'ai lu son petit bouquin sur l'indépendance, l'idée d'indépendance. J'ai lu une bonne partie de sa thèse sur l'agriculture. Mais pas ses notes de cours sur l'histoire du Québec. Non. Qui ont été publiées chez Guérin, mais c'est vrai que c'était pas très connu et c'était pas très répandu. Non, mais je voyais bien son importance avec tous les étudiants qui, de Denis Arcan à vous-même, ça a été mon maître à penser. avaient trouvé l'intérêt chez lui. On va revenir à Papineau. Dans la première partie du livre, dans la première section, là, vous revenez sur la fameuse déclaration et proclamation d'indépendance du Bas-Canada en 1938 par les exilés patriotes qui sont aux États-Unis. Alors, parlez-nous de cette déclaration qui émane des radicaux, au fond, un groupe que je pense assez différent du groupe de 37, beaucoup plus radicaux. Et je n'avais pas vu, moi, cette différence entre Sud 37 et Sud 38. Êtes-vous d'accord qu'il y a une différence importante dans la pensée politique? Ben, tout à fait, parce que en 37, il s'agit d'une résistance. Hein? Et ça, le procureur général du Bas-Canada, Richard Ogden, le dit explicitement dans un rapport. C'est très juste, ça, ouais. Qu'il destine à Colborne et à Lord Durham qui arrivent. Bon. Alors, c'est pour ça que je tiens toujours à dire, quand on parle de 1837, il ne faut pas dire 37-38. C'est deux moments. Hein? 1837 et 1838. Et ce sont effectivement, à l'initiative de John Nelson, c'est bien John, n'est-ce pas? Oui. Oui. Ce sont des patriotes en exil qui vont
procéder à la rédaction. Nelson espère pouvoir obtenir l'avis d'O'Callaghan, qui est le bras droit de Papineau, y compris en exil. Mais ça ne se passera pas comme ça. Et donc, la rédaction de la déclaration d'indépendance autour de février 1938, la rédaction se fait par Nelson et quelques autres. Et elle paraît en français et en anglais. Hein? Avec un caractère bilingue. Tout à fait. Et de ce point de vue-là, vous évoquez rapidement le livre récent de Julien Mauduit, qui porte sur justement les exilés de 1938. Mais vous ne vous prononcez pas sur son hypothèse que je trouve très fragile. Lui parle d'une révolution canadienne des 2 colonies unies du Haut et du Bas-Canada avec un drapeau avec 2 étoiles pour signifier les 2 colonies. Ça semble tenir un peu... c'est pas très sérieux et j'ai été étonné que vous n'ayez pas écarté cette hypothèse-là parce que ça ne repose pas sur grand-chose. J'ai lu le livre et puis je ne vois pas comment il peut arriver à la conclusion que c'était une révolution canadienne des 2 colonies. Oui, je pense que Julien Mauduit a voulu montrer comment il apportait du nouveau avec une perspective continentale sur les rébellions canadiennes, y compris celle du Bas-Canada. Mais cela lui fait lire les historiens québécois contemporains comme étant des... isolationnistes, vous voulez dire, trop isolés? Comme étant limités dans leur conscience du continent. Bon. Alors, je pense que après avoir écrit un bouquin sur l'histoire des rébellions dans le Haut et le Bas-Canada, il faut être assez audacieux pour penser que le Haut et le Bas-Canada allaient s'embarquer dans quelques initiatives communes, ne serait-ce qu'en raison des mêmes lacunes, des mêmes manques d'organisation et d'armes. Hein? Et quand on lit la lettre que l'historien Bancroft écrit à Papineau et celle qu'il écrit à O'Callaghan, l'historien Bancroft, qui est le premier historien des États-Unis, dit carrément à Papineau, n'espérez pas, parce que vous êtes condamné à la défaite compte tenu de la disproportion. Et les leaders réformistes du Haut-Canada n'ont pas eu tant d'échanges avec Papineau. C'est à quelques moments dans votre livre, je l'ai lu, et il n'y a pas eu des échanges sur une longue période. Il y a eu quelques rencontres. C'est une période de 3 ans à peu près, mais plus intensive, plus on va vers 1937. Là. Alors donc, je trouve que M. Mauduit... je le vois par une recension qu'il a fait d'un de mes bouquins, arrive avec quasi un nouveau messianisme et un ton assez péremptoire, mais peut-être que la pierre va s'user. On va laisser ça aux prochaines générations, la critique. Vous abordez un autre sujet, c'est la croyance de Papineau. Papineau était agnostique ou athée? C'est quoi la position? Moi, je pense qu'il était agnostique, mais pas militant. Hein? Parce qu'il était parfaitement conscient, comme un chef d'État responsable, qu'il ne pouvait pas se mettre à dos les clergés. Hein? Et donc, il s'est montré tolérant sur un certain nombre de questions, les réserves du clergé, par exemple. Bon. Et lui-même
a fait construire une chapelle à Montebello pour y être enterré, avec la claire conscience que il ne voulait pas une nouvelle affaire Guibard à son sujet. Ah bon, c'est là l'explication de sa propre chapelle. Ça venait, une des explications, c'est ça se passait à Guibard en 71. On va devoir passer tout de suite à un autre sujet parce que vous abordez dans ça une foule de sujets. Alors, la question importante, c'est les causes de l'инachèvement du projet d'émancipation coloniale, en fait, l'échec du mouvement de 37. Et vous semblez douter qu'en 37, il y ait eu un projet clair d'émancipation coloniale. J'ai été étonné parce qu'il me semblait que c'était relativement clair, mais vous mettez ça en question et vous posez la question suivante. Jusqu'où peut-on scientifiquement identifier les événements de 37 et surtout ceux de 38 comme source ou origine de la pensée et de la pratique souverainiste au Québec? Il me semble que vous attaquez un gros morceau là, en soulevant cette question-là. Oui, je m'y attaque, mais pas en disant que il n'y a pas eu de pensée d'émancipation coloniale, ni d'initiative d'émancipation. Ce que je dis, c'est on était loin de l'unanimité des Montréalais. Hein? Une des causes de l'inachèvement, c'est de penser que les gens de Québec et de l'Est du Québec pensaient de la même façon que les gens de Montréal jusqu'à Saint-Hyacinthe et Drummondville. Il y avait une division, ce dont on parlait tantôt, Parent et Papineau, c'est la personnification de cela. Alors donc, il n'y a pas d'unité. Et c'est ce que Bancroft écrit à Papineau. Il n'y a pas de front, il n'y aurait pas eu de front commun. D'ailleurs, géographiquement, c'était la région d'Oka, le nord-ouest, et la région de la vallée du Richelieu, le sud-est, on peut dire. Donc, déjà, ce n'était pas partout, même si, en termes d'élus, il y avait un grand nombre d'élus, mais il y avait de la division à l'intérieur des députés. Tout à fait, tout à fait. On ne pourra pas aborder les 6 raisons, mais j'avoue que ce texte-là, il est très important pour ceux qui veulent comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné en 1937. Et je trouve très pertinent ce que vous dites. À un moment donné, vous dites que la critique du colonialisme est plus ou moins articulée, mais c'est peu sur 2 siècles, c'est-à-dire la période où on a vraiment critiqué le colonialisme. C'est sûr que dans les années 60, on revient à ça, mais en 1937, c'était quand même pas une longue période de critique anticoloniale. Afuera es noche y llueve tanto. Ven a mi lado, me dijiste. Hoy tu palabra es como un manto grato de amistad. Tu copa es esta y la llenaste. Bebamos juntos, viejo amigo. Dijiste mientras levantaste tu fina copa de champán. La historia vuelve a repetirse. Mi muñequita dulce y rubia, el mismo amor, la misma lluvia, el mismo loco afán. ¿Te acuerdas? Hace justo un año nos separamos sin un llanto, ninguna escena, ningún daño, simplemente fue un adiós inteligente de los dos. Tu copa es esta y nuevamente los dos brindamos por la vuelta. Tu
boca roja y oferente, bebió en el fino bacará. Después, quizás mordiendo un llanto, quédate siempre, me dijiste. Afuera es noche y llueve tanto, y comenzaste a llorar. La historia vuelve a repetirse. Mi muñequita dulce y rubia, el mismo amor, la misma lluvia, el mismo loco afán. ¿Te acuerdas hace justo un año? Nos separamos sin un llanto, ninguna escena, ningún daño, simplemente fue un adiós inteligente de los dos. Pour ceux qui veulent s'intéresser toujours à ce livre qui s'appelle « Retourner les pierres », il y a évidemment votre texte où vous montrez l'impact qu'a eu 1840 sur le nationalisme, donc l'adoption d'un nationalisme conservateur. Et j'ai fort apprécié le chapitre sur l'Église. Vous montrez que vous croyez que le brouillage de l'indépendantisme canadien-français par l'Église catholique a fonctionné et fonctionne encore. Et ça, j'ai trouvé ça assez osé de lancer ça. Vous croyez que cet argument-là jouerait encore contre l'indépendance ou que l'Église peut encore brouiller le terrain, peut-être par la conscience des gens? Ou... Non, je ne pense pas que le cardinal de Montréal ou celui de Québec vont se mêler, un, et deux, avec crédibilité, de l'avenir du Bloc québécois ou du Parti québécois. Parce que la parole de l'Église est à toute fin pratique inaudible, hein? non pratiquée. Alors donc, mais il est clair qu'au niveau des mentalités, il est clair que l'Église catholique a veillé à ses intérêts par des initiatives en faveur de l'autorité britannique et métropolitaine. Ce qui était bon pour l'autorité politique était bon pour l'autorité ecclésiastique. Donc, elle était favorable à un nationalisme conservateur où elle a pu avoir de l'influence dans les milieux d'éducation. C'est ça, continuer à avoir de l'influence. Et un dernier point que vous soulevez, c'est sur la question de la position de Lionel Groulx face au nationalisme. Et j'ai fort apprécié votre position très claire. Groulx n'était pas indépendantiste. Mais je ne comprends pas, par ailleurs, pourquoi vous n'avez pas polémiqué ou critiqué la position qui revient à la mode chez les néo-conservateurs, comme Mathieu Bock-Côté, Charles-Philippe Courtois, qui fait une biographie de Lionel Groulx, qui le présente comme un indépendantiste et tout ça. Vous ne faites aucune allusion à tout ce nouveau courant néo-conservateur. Vous ne trouvez pas que ça aurait été pertinent dans la conjoncture actuelle? Parce que sur Groulx, il y a beaucoup de livres qui sortent maintenant, comme celui de Étienne-Alexandre Beauregard, celui d'Alexis Tétrault, qui montrent Groulx en disant que Groulx, c'est la même chose que les indépendantistes, et qui mêlent Groulx et Séguin, d'ailleurs, en même temps, ou font de Séguin quasiment un disciple de Groulx, partageant le même point de vue autonomiste. Alors, vous êtes clair là-dessus. Votre position, c'est que Groulx va défendre une position autonomiste, mais pas du tout indépendantiste, même s'il a inspiré certains. Il n'est pas prêt à aller jusqu'au bout. Il leur dit plutôt d'adopter la voie autonomiste. Alors, ma question, c'est pourquoi vous n'avez pas un peu critiqué les néoconservateurs qui affirment une fausseté à mes yeux? Vous voyez, une chose d'abord, c'est que l'esprit qui a présidé à la recherche sur Groulx est le même que celui qui a présidé
à l'idée d'inachèvement de l'émancipation coloniale. Je voulais qu'il y ait un regard le plus objectif possible sur les causes de l'inachèvement, qu'on épingle au mur les papillons, si je peux dire, des causes de l'inachèvement. Et dans le cas de Groulx, c'est un peu comme dans le cas de Papineau. On s'en sert comme on veut. On en fait un ceci, on en fait un cela. Et Groulx, je l'avais assez lu dans mes travaux pour les 2 tomes sur l'histoire de la modernité, là, disons, au 20e siècle. Ça m'importait d'aller voir le fond de sa pensée. Et là, maintenant, on peut en discuter, mais pour moi, le nationalisme de Groulx n'était pas un nationalisme souverainiste. Bon, maintenant, pourquoi je n'ai pas polémiqué? Je pense que j'ai très rarement polémiqué dans ma vie d'historien, parce que avec mon ami Marc Angenot, qui a écrit un livre sur la polémique, j'ai appris des choses. C'est que quand on s'engage dans une polémique, ce qui est retenu, c'est l'histoire de la polémique elle-même, plus l'histoire des textes, des analyses. Tu sais, on ne retourne pas. C'est pas tout le monde. Peut-être que les 2 polémiqueurs et leurs collègues les plus immédiats vont avoir lu les textes, mais pour moi, la polémique brouille l'analyse à moyen terme, même pas à long terme, mais à moyen terme, parce qu'on est à une époque de recherchistes et non plus de chercheurs. Bon, c'est une explication. Mais moi, je pense toujours important quand il y a des idées qui se répandent de plus en plus par des néoconservateurs, puis quand on connaît les faits, ben, c'est toujours choquant de voir ça. Comment réagir? Vous m'avez donné une explication. Une autre partie de votre livre, c'est sur les intellectuels. On ne pourra pas aller en détail parce qu'il y a plusieurs cas. Il y avait le notaire Blain, mais en gros, le genre d'intellectuels qui vous ont intéressé avant la Révolution tranquille, disons, ou après la guerre, c'est beaucoup des intellectuels catholiques. Pourquoi? Est-ce que c'est votre côté philosophe, parce que vous avez une formation de philosophe avant d'aller en histoire, vous avez bifurqué par la suite en histoire. Est-ce que c'est ça qui vous a fait intéresser à Maritain, aux Dominicains, j'oublie son nom, là, Couturier. Alors, pourquoi vous avez insisté? Est-ce que parce qu'ils ont joué un rôle important dans le Québec catholique de la guerre et de l'après-guerre? À vrai dire, s'il y a une question que je me suis posée de façon plus ou moins consciente toute ma vie, c'est comment s'opère le changement ou comment ne s'opère pas le changement. C'est ça qui m'intéresse. Et je me suis intéressé beaucoup à ce que j'appellerais aux figures de la contestation. On peut les appeler intellectuels à partir d'un certain moment, mais il s'est donc trouvé parmi le clergé, qui n'était pas le lieu de la contestation, il s'est trouvé des figures qui sont venues cautionner un certain nombre de changements, le Père Lévesque. Surtout des Dominicains, en fait. Oui, parce que c'est la communauté par excellence, avec un certain libéralisme, si on peut dire, là. Et donc, il y a eu on peut être catholique et être intellectuel, parce que, pour moi, l'intellectuel, par ailleurs, est quelqu'un qui doit jouir d'une liberté totale, hein, de penser. Et dans le cas du clergé, ben, il y a toujours l'évêque du lieu, il y a toujours le supérieur de la communauté,
Mais ça n'a jamais empêché le Père Lévesque, par exemple, d'essayer de frapper juste. Puis dans certains cas, il y a eu l'appui du supérieur de sa communauté, mais il n'y a pas eu l'appui du cardinal Villeneuve, par exemple. Alors donc, ce sont ces figures de la contestation, Bordua, par exemple, qui m'ont intéressé et qui ont pris l'allure de ce qu'on appelle les intellectuels, surtout après les années 30. Vous avez travaillé aussi sur la période plus récente de la Révolution tranquille et j'ai lu avec grand intérêt votre article sur les cyniques. Est-ce que les cyniques ont joué un rôle pour faire avancer l'idée de laïcité ou si ils étaient seulement le miroir de ce qui se passait dans la société? Est-ce qu'ils ont devancé un peu ou... Parce qu'ils ont été là de 62 à peu près à 72 ou quelque chose comme ça? Oui. En fait, le titre de cet article, c'est « Les cyniques, un cléricalisme type-up ». Hein? Oui. Et je voulais dire par là que, et j'ai pris bien soin, c'était le point de départ de l'article, de savoir où en était le combat pour la laïcité au moment où les cyniques commencent. En fait, ils commencent l'année même de la fondation du mouvement laïque de langue française. Donc, il y a un Ça, c'est en 61. 61. Ça, c'est la première forme du mouvement laïque de langue française. Oui, tout à fait. Parce qu'à son congrès de 66, ça va se radicaliser beaucoup. Oui, c'est là que le mouvement va s'éteindre. Parce qu'il y a une discontinuité entre le mouvement laïque de langue française de 61 et le mouvement laïque québécois qui est fondé en 81. Hein? Donc, il y a une quinzaine d'années où il n'y a pas vraiment de structure. Et donc, les cyniques ont porté sur la scène, ont porté sur l'écran de télévision, ont porté par l'humour une critique que manifestement pas le mouvement laïque de langue française pouvait faire. Le cœur du Ferrer André à 5 ans. Les communautés religieuses, le clergé, tout y passe. Le sacre, etc. Alors donc, je tenais à voir justement ce qu'avait été l'apport des cyniques au développement de la critique du cléricalisme. Et leur apport est dans la manière beaucoup plus que dans la matière, si je peux dire. De toute façon, ceux qui vont lire et celles qui vont lire votre livre vont trouver aussi toute une étude sur l'histoire de la laïcité depuis le début. C'est fort éclairant parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ouvrages qui en font un historique aussi précis jusqu'à aujourd'hui. Dans la deuxième ou la fin de votre ouvrage, vous faites un retour sur le chemin parcouru, c'est-à-dire vos 50 années de travaux. La première chose qui me frappe, c'est votre passage. Comment vous avez bifurqué de vos études en philosophie? Comment ça vous a amené, sous l'influence peut-être d'une lecture du philosophe Ricoeur, à l'histoire? Comment vous avez passé de la philosophie thomiste, parce qu'à l'époque c'était ça, à l'idée de faire une étude des idées de la société québécoise? Ouais. À l'époque où j'étais en philo au séminaire de Joliette, mon prof de philo était Fernand Lindsay, le créateur du festival. Et le père Lindsay nous parlait beaucoup plus de Platon que de Thomas d'Aquin. Moi, je ne vivais plus sous les grands vents du thomisme. Mais c'était ça à l'Université de Montréal, au département de philo? Pas à l'époque. Non? Je suis justement en train d'étudier ça dans un projet de recherche. Là. Mais oui, j'ai eu Ricoeur comme professeur à l'Université de Montréal. Et c'est un peu lui qui m'a fait comprendre que quelques prétentions qu'aient les philosophes, ils sont toujours situés dans l'espace et dans le temps, qu'on le veuille ou pas. Mais c'est que j'ai connu un autre prof de philo à l'époque, Roland Hood, qui m'avait engagé comme assistant de recherche en 67, au moment où il avait obtenu
une subvention à l'occasion du centenaire de la Confédération pour faire une bibliographie des écrits philosophiques au Canada. Et c'est comme ça que je suis tombé dans la potion historique, si je peux dire. Et là, je devais aller faire mes études de mon doctorat en philosophie à Yale, aux États-Unis, et j'ai tourné à 180 degrés. Et je suis allé faire une année de propédeutique en histoire à Laval. J'ai refait une maîtrise en histoire et j'ai finalement fait mon doctorat en histoire. Votre projet, au fond, c'était de réaliser une grande synthèse de l'histoire idéologique ou culturelle du Québec du 18e siècle à nos jours. Ça vous a pris une trentaine d'années avant d'y arriver? Oui, parce que finalement, mon histoire de la modernité au Québec, c'est l'histoire des idées, là. Ça arrive, je commence la rédaction autour des années 2000. C'est vraiment un travail de maturité, ça, là, hein? Mais je dois avouer que le fait d'être passé par la philosophie, ça a été une ouverture et la découverte d'outils qui m'ont toujours servi. Mais vous avez vraiment procédé petit pas à la fois. Beaucoup d'études sur le terrain, si je peux dire, très concrètes, beaucoup d'érudition, beaucoup de connaissances des faits très précis, avant de réaliser une grande synthèse en 4 volumes sur la modernité. Mais c'est ça qui m'a manqué. Donc, il y a les deux mouvements. C'est ça qui m'a manqué en philosophie. Après ma maîtrise, j'ai décidé que pour moi, les philosophes avaient un acte de naissance puis un acte de décès. Il fallait faire atterrir dans l'histoire. Tout à fait. C'est pour ça que j'avais la métaphore que j'étais passé d'un pilotage de haute altitude à un pilotage de brousse. Mais vous êtes un historien de synthèse. Après avoir travaillé méthodiquement, on peut dire, de façon très précise, avec beaucoup de nuances, vous avez fait des grandes synthèses. Maintenant, dans votre livre, il y a une chose qui m'a préoccupé. Vous répondez à la fin à une correspondance avec Alice Groslot. Donc, je ne sais pas d'où elle sort, on n'a pas d'informations. On a toutes sortes de questions sur cette Alice Groslot qui vous posait une question précise. Quel est l'impact d'une connaissance approfondie de notre histoire sur notre conscience historique? Donc, le rapport entre la connaissance et la conscience. Et vous, après toute cette connaissance de l'histoire des idées, est-ce que cette connaissance-là a changé quelque chose à votre conscience citoyenne, si je peux dire, ou à votre implication politique, ou à votre pratique politique? Je ne sais pas. Est-ce que c'est quoi le lien entre connaissance et conscience historique? Alice Groslot, que j'ai rencontré dans un bar avec de jeunes intellectuels à Québec, est venu vers moi très spontanément et m'a posé cette question-là. Qu'est-ce que ça donne de bien connaître l'histoire au fil du quotidien? Alors, c'est ma réponse qui est publiée là. Mais c'est une très, très, très bonne question. C'est pour ça que j'y ai porté attention. La question, c'est toujours, pour un historien, comment ses connaissances forment sa conscience de citoyen. Comment sa connaissance d'historien forme sa conscience de citoyen. Alors moi, c'est clair que, ne serait-ce que sur la question dont on parlait tantôt, la question de la laïcité, on a bien vu comment mes travaux sur Dessaules, l'Institut canadien me mènent directement à l'étude que je suis en train de faire là, sur la laïcité entre 1964 et 2019. Vos travaux sur Papineau, est-ce que ça vous amène à la question de la souveraineté aujourd'hui? Ou vous avez vu toutes les difficultés en 1937, donc vous avez une attitude plus nuancée aujourd'hui? Non. Papineau, c'est important pour moi de qualifier le type de nationalité
que Papineau avait en tête. Lui, il voulait une nationalité non plus sous une monarchie, mais sous une république. Alors donc, l'idée d'indépendance, elle m'intéresse. Mon prochain livre à l'automne s'intitule Nous demandons aujourd'hui ce que nous allons exiger demain. Et c'est une histoire sur l'évolution de l'idée d'indépendance du Canada français, de la Laurentie et du Québec, mais en marquant chaque fois quels étaient les argumentaires de Jules Tardivelle, de Groulx, des gens de la Nation, d'Alliance Laurentienne, du RIN, comment les argumentaires ont changé ou ont dû changer au fil du temps pour arriver à Option Québec. Alors, ça va donner du contenu à au travail que les indépendantistes ont fait, parce qu'il a fallu se délester de beaucoup d'idées conservatrices, pour ne pas dire autre chose, traditionnelles, qui plombaient l'idée d'indépendance elle-même. Ça me rappelle, il y a longtemps, quand Maurice Séguin, j'avais demandé quelle serait l'étude à faire pour comprendre l'indépendantisme contemporain qui était le sien. Puis il m'avait ramené en arrière à Paul Bouchard, La Nation, et j'avoue que j'étais déçu. Parce que d'un côté, je voulais bien être indépendantiste, mais quand j'étais plongé dans Paul Bouchard, il me dit « Regarde pas le projet de société, regarde juste l'argumentaire. » Mais même là, c'était très décevant. Pourtant, ça l'avait inspiré, là. Il y avait des choses dans l'argumentaire qui avaient retenu, mais tout le projet de société et une bonne partie des arguments, ça ne tenait pas pour aujourd'hui. Donc, j'étais toujours ambivalent et je n'ai jamais voulu répandre ce mémoire-là qui est resté caché longtemps. Je ne sais pas si vous allez l'utiliser dans votre prochain livre. Oui. Mais la question de l'argumentaire, c'était central. Il y avait une grande différence entre les arguments des années 30 et les arguments contemporains. Alors, on achève, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Ça me fait plaisir que vous annonciez ça. C'est pour quand ce prochain ouvrage? À l'automne hâtif. Ah, ben ça, c'est intéressant. Écoutez, on va devoir mettre fin à cet entretien-là avec un historien que j'appellerais très critique et qui apporte énormément à l'histoire des idées au Québec. Et je vous remercie pour votre contribution parce que ça fait à quelques occasions d'être venu ici à notre studio, là, à la Société historique de Montréal. Puis moi, j'ai pu suivre pas mal votre production et j'avoue que ce livre-là, Retourner les pierres, aspect de l'histoire des idées au Québec, publié aux presses de l'Université Laval, à mon avis, c'est un de vos meilleurs ouvrages. Parce que là-dedans, on a un peu les compléments à vos grands domaines de recherche et surtout le bilan. Là, on n'a pas eu le temps de développer beaucoup, mais je trouve que la dernière partie où vous revenez sur votre cheminement, c'est fort éclairant pour comprendre aussi vos intérêts. J'ai vu tous les fils conducteurs. Pourquoi juste le choix les choix de personnages biographiés là, que vous avez étudiés, on voit le fil. On voit très bien que la question de la laïcité et ces grandes questions-là ont été au cœur. Donc, vous touchez à des enjeux très contemporains. Et de ce point de vue-là, je pense que l'historien est fort utile. Alors, je vous remercie beaucoup et j'espère qu'on va avoir l'occasion de se revoir. Merci de donner voix à ces travaux-là. À l'année prochaine, donc. Au revoir.
Nous en sommes maintenant à la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver sur le site de la Société historique de Montréal à l'onglet Émissions de radio ou sur notre chaîne YouTube. Nous vous invitons, si ce n'est déjà fait, à devenir membre de la Société historique de Montréal, ce qui nous permet de produire ces émissions. Alors, merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.